La chute de la Grande Armada. Imaginez que vous commandez la flotte la plus puissante de la Terre, 130 navires, des dizaines de milliers de guerriers, des trésors d'une valeur inestimable et une foi inébranlable que Dieu est à vos côtés. Vous êtes certain de la victoire. Mais en quelques semaines, votre « invincible » armada ne sera plus qu'un amas d'épaves dispersées par les tempêtes sur des rivages étrangers. Pourquoi ? Le destin, ou une erreur fatale ? Au début du XVIe siècle, l'Espagne et le Portugal étaient considérés comme les puissances coloniales les plus influentes d'Europe. Pourtant, à cette époque, les routes commerciales quittèrent la Méditerranée pour l'Atlantique. Ce bouleversement ouvrit la voie à l'ascension des Provinces-Unies et de l'Angleterre. Cette dernière devint rapidement le principal rival de l'Espagne dans la lutte pour les communications maritimes et les colonies. Le roi d'Espagne, Philippe II, était déterminé à soumettre l'Angleterre à tout prix. Ses possessions s'étendaient sur 4 continents, une grande partie de l'Europe, des terres dans les 2 Amériques et les vastes colonies portugaises en Afrique et en Asie. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun souverain n'avait exercé une autorité aussi immense sur tant de peuples et de nations. On surnommait souvent Philippe, le roi araignée. Dans son majestueux palais de l'Escurial, près de Madrid, il tissait une toile d'intrigue qui enveloppait le monde entier. On l'appelait aussi Philippe le Prudent, défenseur inébranlable de la foi catholique et ennemi implacable de l'hérésie. Dans ses mains reposait le destin de l'Europe. Les mines d'Amérique livraient chaque année à l'Espagne plus d'or que toute l'Europe médiévale n'en avait jamais possédé. Des flottes de l'or, spécialement armées et de lourds galions équipés de puissantes canons transportaient vers Cadix des richesses dont rêvaient corsaires français, hollandais et anglais. Pour assurer l'acheminement de l'argent et de l'or du Pérou et du Mexique, il fallait anéantir l'Angleterre, dont les navires bloquaient de plus en plus la route entre le Nouveau Monde et les ports ibériques. La rivalité entre les souverains Élisabeth d'Angleterre et Philippe II dura de longues années, bien que leurs pays ne fussent pas officiellement en guerre. Après 2 décennies de doutes et d'intrigues diplomatiques, le monarque espagnol prit la décision d'asséner le coup décisif. En l'an 1588, il arma contre l'Angleterre une flotte colossale, la plus grande de l'histoire à cette époque. La Grande Armada comptait 130 navires de guerre et une trentaine de bâtiments de transport, 65 énormes galions et navires marchands armés, 25 houldes chargées de vivres et de chevaux, 19 pataches, 13 sabres, ainsi que 4 galères et 4 galéasses. Selon les chroniqueurs, l'effectif total atteignait 30 693 hommes, bien que les historiens modernes jugent ce chiffre surestimé d'un 5e. Parmi eux, 8000 marins et artilleurs, plus de 2000 rameurs souvent forçats ou captifs et 19 000 soldats armés de mousquets, d'arquebuses et de hallebardes. À cela s'ajoutaient 1500 volontaires, dont de nombreux hidalgos et caballeros avec leurs domestiques. Le corps expéditionnaire comptait aussi des pilotes et capitaines étrangers, des chirurgiens, barbiers et guérisseurs, ainsi qu'environ 180 prêtres et moines, dont certains avaient juré de fouler le sol anglais pieds nus. Le commandement fut confié au duc de Medina Sidonia, l'un des plus grands seigneurs d'Espagne. Jamais encore un homme n'avait dirigé une force navale d'une telle ampleur. Le départ fut fixé en mai. Le 25, jour de la Saint-Marc, le duc, en grand apparat, se rendit à la cathédrale de Lisbonne pour recevoir des mains de l'évêque l'étendard sacré. Sur une face figurait le Christ avec la devise latine « Lève-toi, Seigneur, et protège-nous », sur l'autre, la Vierge Marie avec ces mots « Montre que tu es mère ». Mais la nature se dressa contre leurs plans. Le jour prévu, un ouragan balaya le Tage. Les pilotes, secouant la tête, murmuraient « C'est une tempête d'hiver ». Le duc nota dans son journal « Le temps s'oppose à la sortie de l'armada ». L'attente dura 17 jours, tandis que la foule de Lisbonne envahissait les quais pour contempler ce spectacle inédit. Enfin, le 27 mai, le vent tourna, et les navires gagnèrent la haute mer sous les salves des canons des forteresses, auxquelles répondaient les batteries des bâtiments en partance. À cette époque, l'Angleterre ne disposait pas de flotte permanente. Après chaque expédition, on retirait les canons et on licenciait les équipages. Mais, averti des desseins de Philippe, Londres arma en hâte ses navires.
La traversée de l'Armada fut longue et pénible. Près de 2 mois s'écoulèrent avant qu'elle atteigne le cap Lizard. Là, les Anglais repérèrent l'ennemi. Le 21 juillet eut lieu la bataille de Plymouth, le 23, près de l'île de Wight, le 27, à Gravelines. L'ossature de la flotte espagnole était formée de galions aux hautes superstructures, difficiles à manœuvrer par vent frais. Leur artillerie se trouvait surtout à l'avant et à l'arrière, car ils misaient sur l'abordage et non sur le duel d'artillerie. Les Espagnols croyaient que le feu des canons devait seulement ouvrir le combat, dont l'issue se jouerait au corps à corps. Les Anglais pensaient le contraire, ils restaient à distance et criblaient l'ennemi de boulets. Les pertes espagnoles furent énormes. Plusieurs navires sombrèrent dès les premières escarmouches, d'autres furent gravement endommagés. Après Gravelines, le duc de Medina Sidonia ordonna la retraite. L'invasion était abandonnée. L'Armada vira vers le nord, contournant l'Écosse et l'Irlande pour regagner ses côtes. Le retour tourna au désastre. La flotte devait franchir 750 lieues dans des eaux mal connues. Les cartes de la mer du Nord faisaient défaut, et celles de l'Irlande regorgeaient d'erreurs. Le 13 août, on réduisit les rations et l'on jeta à la mer tous les chevaux et mulets pour économiser l'eau. Les hommes mouraient de faim et de maladie. Les ponts étaient jonchés de scorbutiques et de fiévreux, dans les cales noyées flottaient des rats morts. Le froid s'abattit, cruel pour ces hommes venus du sud. Beaucoup gelèrent, ayant troqué le rayon contre de la nourriture. Le 17 août, un épais brouillard enveloppa l'Armada, puis la tempête éclata. Des vagues géantes broyaient les galions contre les rochers. Certains navires sombrèrent sous les yeux de leurs compagnons. Les marins périssaient par centaines. Quand l'orage s'apaisa, le duc compta ses forces, il ne restait que 11 navires en vue. Les autres avaient disparu, engloutis ou fracassés sur les côtes. À Londres, Élisabeth entra en triomphe. À la cathédrale Saint-Paul, on exposa les étendards capturés. De la formidable Armada, il ne survécut qu'environ 65 épaves déchiquetées par les tempêtes. Le nom, invincible, ne lui fut donné que plus tard, comme une ironie amère. Ses contemporains l'appelaient « la très heureuse Armada » ou simplement « l'Armada ». Philippe II, fidèle à sa foi, murmura « La victoire n'est pas un don des hommes, mais de Dieu ».